Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des phénomènes hypnotiques. C'est quelque chose qui fait pas mal débat et qui pose beaucoup de questions aujourd'hui dans le monde de l'hypnose. Et c'est intéressant de comprendre qu'est-ce que c'est. Donc j'aimerais le faire en 3 temps. D'abord, justement, quels sont les phénomènes hypnotiques? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Et faire une liste de différents phénomènes hypnotiques pour les expliquer en les rapportant aux phénomènes naturels auxquels ils correspondent. Deuxièmement, parler de la notion d'état d'hypnose, et même au pluriel, les états d'hypnose, en comprenant quel est le lien avec les phénomènes hypnotiques et comment ça permet de comprendre ce qu'est un état. Et troisièmement, eh bien, à quoi ça sert, à quoi c'est utile, je veux dire, simplement au-delà du pur divertissement qu'on peut voir à la télévision, à quoi c'est utile et important de savoir maîtriser, quand on pratique l'hypnose, les phénomènes hypnotiques. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un phénomène hypnotique? Eh bien, si vous demandez à quelqu'un qui sort d'une expérience d'hypnose, est-ce que tu étais en hypnose? Et qu'il vous dit, ah oui, oui, j'étais en hypnose, soit oui, j'étais dans une hypnose très très profonde, j'étais vraiment complètement ailleurs, soit oui, j'étais dans une hypnose légère, certes, mais j'étais dans une hypnose. Ce qui est intéressant, c'est de lui demander ensuite, qu'est-ce qui te le fait dire? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui était différent entre cet état et ton état ordinaire? Ou si tu étais simplement relaxé, et voilà. Et là, il va vous faire la liste de ce qui était différent. Par exemple, il va peut-être vous dire j'ai perdu toute notion du temps, ou peut-être j'entendais plus du tout les sons autour de moi, ou peut-être à un moment donné j'essayais de bouger mon corps mais j'y arrivais pas, c'était amusant, ou encore j'ai perdu toute masse, j'avais plus de masse, j'étais léger, ou bien encore j'arrivais à imaginer des choses et c'est comme si elles étaient presque réelles. Il y avait vraiment une texture de réalité très forte. Donc, autant de choses qui ne sont pas vraiment ordinaires. Eh bien, ce sont les manifestations concrètes de l'intérieur, ou même vérifiables de l'extérieur pour certaines, les manifestations concrètes de son état d'hypnose, et les manifestations, un synonyme de manifestation, ce sont les phénomènes hypnotiques, en quelque sorte les symptômes de cet état d'hypnose. Il y a deux façons de savoir quel phénomène hypnotique une personne vit durant une séance. D'abord, il y a ceux qui se voient. Par exemple, si une personne regarde sa main bouger comme ça et qu'elle a l'air très surprise et qu'elle rigole, on voit qu'elle regarde sa main bouger comme si elle bougeait toute seule. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal et qui est une expérience d'hypnose. Et puis il y a le témoignage. Alors le témoignage, ça pendant la séance. Par exemple, quelqu'un qui dit je regarde ma main, mais elle me semble être une main complètement différente de la mienne et je n'arrive plus à la bouger. Son témoignage pendant la séance, à ce moment-là, en temps réel, nous indique qu'il y a un phénomène hypnotique en cours, ou alors son témoignage après, justement, si on débriefe un peu avec la personne, ce qu'on ne fait pas toujours, ben, elle peut nous faire le récit de ce qu'elle a vécu, à ce moment-là, j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, etc., etc. Et parmi ça, on saura reconnaître ce qui constitue des phénomènes hypnotiques, des preuves, en quelque sorte, qu'il y a bien eu un état d'hypnose, qu'il y a bien eu une expérience hypnotique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les phénomènes hypnotiques, les manifestations de l'hypnose, ne sont pas des phénomènes paranormaux. Ce sont des phénomènes totalement naturels, pour certains normaux, pour certains plus extraordinaires, mais en tout cas qui sont totalement naturels. Notre cerveau est capable de ça. Il le fait souvent, alors peut-être au quotidien pour certains, peut-être plus rarement pour d'autres, mais il le fait naturellement, spontanément. Et en hypnose, on ne fait que développer ça, inciter à ce que ça se provoque plus artificiellement pour pouvoir l'utiliser ensuite. Maintenant, pour mieux comprendre, prenons une liste d'exemples. La catalepsie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez, vous êtes en train de boire un café en terrasse, et puis soudain vous voyez quelqu'un qui vous semble reconnaître. Vous vous dites, tiens, mais je connais cette personne. Regardez, vous regardez, et vous êtes entièrement concentré sur le fait d'essayer de vous souvenir, mais qui c'est cette personne? Mais je le connais, je le connais. Et pendant ce temps-là, vous oubliez complètement votre bras, vous oubliez la tasse que vous étiez en train de porter à vos lèvres, vous l'oubliez complètement. Ça sort de votre champ de conscience. Vous êtes vraiment en train de faire l'effort et au bout d'un moment, vous abandonnez. Vous vous dites, bon, non, si ça se trouve, je le connais pas, bon, c'est pas grave. Et à ce moment-là, vous allez retrouver dans votre champ de conscience cette tasse et vous allez soit terminer l'action, soit peut-être la poser, mais en tout cas, vous allez reprendre, on va dire, une sorte de contrôle normal sur votre bras. Pendant tout le temps où vous étiez concentré, c'est sorti de votre champ de vision et c'est pas tombé, le bras il est pas tombé, il est resté immobile, très confortablement et sans aucun effort de votre part. Donc il y a d'un côté une absorption dans une pensée et de l'autre côté un oubli, une immobilité confortable. Eh bien ça, ce qui vous arrive tous les jours, ce qui nous arrive, c'est un phénomène absolument complètement ordinaire pour chacun,
Ça, si on le provoque, si on le déclenche dans l'hypnose, ça s'appelle une catalepsie hypnotique. On peut l'amener à des stades plus avancés, plus développés, on peut l'utiliser. Et bien souvent d'ailleurs, même sans qu'on le provoque, la catalepsie peut se vérifier dans certains stades de l'hypnose. Naturellement, si on prend le bras d'une personne dans certains stades de l'hypnose, si on n'a pas évoqué la détente, eh bien si on lâche, elle reste souvent dans cette position-là parce que la personne est totalement absorbée dans l'expérience qu'elle vit dans l'hypnose. Hein, c'est pas systématique, mais c'est assez fréquent. Deuxièmement, je vous parlais de l'absorption qui accompagne la catalepsie. Cette absorption, justement, c'est un phénomène totalement naturel, mais qu'on peut aussi, on va dire, inciter par l'hypnose. Inciter la personne à ne prendre conscience que une seule chose et que tout le reste sorte de son champ de vision. Hein, c'est ce qu'on appelle le monoïdéisme, et c'est une suggestion, c'est un phénomène qu'on peut développer en hypnose et qui est très très utile. Naturellement, on arrive au mouvement automatique. Imaginez que vous êtes absorbé dans votre imagination et vous imaginez que vous vous promenez quelque part, vous imaginez que vous vous promenez quelque part et quelqu'un vous lance une balle et hop, que vous la saisissez. Évidemment, en l'imaginant, vous n'allez peut-être pas la saisir, mais on va peut-être voir un petit spasme qui trahit le fait que vous êtes en train d'imaginer cette action-là. C'est ce qu'on appelle une réponse idéomotrice. On en a en permanence sans s'en rendre compte du matin au soir. Hein, c'est notre pensée est trahie par des micro-mouvements. Après, en hypnose, ce qu'on peut faire, c'est non seulement provoquer ce genre de réaction, mais en plus les encourager à continuer de se développer. On se retrouve avec un mouvement automatique hein, qui continue, qui se désinhibe, parce que en temps ordinaire, il va s'inhiber. Là, on va le laisser se développer, et on va pouvoir, comme ça, provoquer des mouvements du corps qui soient automatiques. On est un peu spectateur de mouvements de notre corps, qu'on peut interrompre quand on veut, mais qu'on peut aussi se laisser se faire, de façon souvent assez saccadée, assez lente, mais c'est très utile, on verra pourquoi plus tard. Dans la même idée, on a aussi des états induits. C'est-à-dire que de la même façon que l'idée d'un mouvement va provoquer le début de ce mouvement et peut s'amplifier, l'idée de quelque chose de drôle, si je pense à quelque chose de drôle, je vais avoir tendance à sourire. Je vais inhiber ce sourire. Par exemple, si je suis, je sais pas, dans le bus et que je pense à une blague qu'on m'a racontée hier, je vais avoir tendance à me retenir de rire tout seul. Mais en tout cas, ça veut sortir, ça veut sortir. Il y a cette idée qui impose des mouvements, des modifications, un état de joie, par exemple, ou ça peut être une idée triste qui me donne envie de pleurer, mais je me retiens de pleurer, etc., etc. Eh bien, de la même manière, en hypnose, on va pouvoir, grâce à des mots, ou grâce à des mouvements, ou grâce à des expressions du visage, évoquer chez la personne une idée ou un état émotionnel et l'inviter à rentrer dedans davantage. Ça va nous permettre, par exemple, de créer de la détente. Donc, ça va être de la détente hypnotique, ça va pas être de la détente naturelle. Ça va être nous qui avons créé par un ressort hypnotique, la détente hypnotique, qui va pouvoir être beaucoup, beaucoup plus profonde qu'une détente naturelle, bien souvent. On peut créer également de la joie, on peut créer du dynamisme, on peut créer, pourquoi pas de la tristesse ou de la mélancolie, mais on peut créer aussi de la confiance. On peut comme ça amener la personne par une évocation et en incitant dans des états qui sont pas des états naturellement créés, mais qui seront un état, par exemple, de détente hypnotique, de joie hypnotique, de sommeil hypnotique, on en reparlera tout à l'heure, et plein d'autres états comme ça. Un autre phénomène naturel qui peut donc devenir un phénomène hypnotique si on le provoque et si on l'amplifie, c'est l'anesthésie, ou plutôt les anesthésies. Alors l'anesthésie au sens général, c'est une information qui arrive du monde extérieur jusqu'à un organe sensoriel et qui ensuite ne parvient pas jusqu'à votre conscience. Vous le zappez, vous n'en avez pas conscience du tout. C'est ce qu'on appelle également une hallucination négative, parce on ne voit pas, on n'entend pas, on ne perçoit pas quelque chose qui est pourtant là. Le premier exemple qu'on va prendre, c'est l'anesthésie auditive. Imaginez que vous êtes dans un bar, par exemple, et vous êtes en train de lire un livre. Il y a des conversations autour, vous êtes plongé dans ce livre, il est vraiment captivant, il vous intéresse beaucoup. Il y a des conversations autour, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, etc. Et il y a des chansons qui sont passées comme ça. Ne vous en fichez, c'est pas les chansons que vous aimez particulièrement, et vous êtes absorbé dans votre lecture. À ce moment-là, vous n'entendez plus les gens qui parlent autour. Vous n'entendez plus la musique, toutes les chansons qui défilent, vous êtes incapable de dire quelle chanson a été jouée. Et puis, à un bout d'un moment, il y a une chanson que vous aimez beaucoup, vraiment votre chanson qui est jouée. Et soudain, ça attire votre attention et vous êtes moins attentif à ce que vous lisez et vous écoutez à nouveau. Ce qui prouve que pendant tout ce temps, vous entendiez plus, mais vous n'étiez pas sourd. Vos oreilles entendaient bien l'information, votre cerveau traitait l'information, mais c'était sans importance. Donc, dans la hiérarchie, on va dire que le livre avait la priorité. Mais soudain, cette chanson, quand même, elle compte pour vous, donc elle prend la priorité. Donc, tout le temps où vous étiez absorbé par quelque chose de prioritaire et où vous avez oublié les sons, oubliez la musique, oubliez les voix, vous aviez une anesthésie auditive
de ces sons, des voix, etc., une hallucination négative. En hypnose, on peut provoquer ça. Durant une séance d'hypnose, on peut suggérer à la personne qu'elle ne va plus entendre les sons. Ou bien, naturellement d'ailleurs, sans le suggérer, bien souvent c'est ce qui se passe, on n'entend plus les sons autour parce que ça n'a pas tellement d'importance. Ou bien, encore, on peut suggérer qu'elle ne va plus entendre tel son, qu'elle ne va plus entendre les sons sauf celui-ci. Par exemple, quand on dit à une personne qu'elle n'entendra que notre voix. Donc on peut vraiment emmener ça assez loin avec l'hypnose et ça crée ce sentiment de décrocher, ce sentiment d'aller ailleurs, de quitter le monde extérieur. Mais c'est pas systématique. Certaines personnes en hypnose préfèrent continuer quand même d'entendre les sons extérieurs pour avoir le sentiment de garder une forme de contrôle et pourtant faire une expérience d'hypnose qui est tout aussi intéressante et tout aussi efficace. Une autre forme d'anesthésie, c'est l'anesthésie des sensations. Alors on va prendre l'exemple de l'anesthésie tactile par exemple. Sur votre peau, vous êtes capable de sentir si quelqu'un vous caresse, si vous vous caressez la main, vous pouvez sentir. Vous mettez vos vêtements le matin, très rapidement, c'est une information qui n'a pas d'importance, donc vous les oubliez. La plupart du temps dans la journée, vous n'êtes pas en train de ressentir la moindre sensation de vos vêtements qui touchent votre corps. Bien sûr, quand je le dis, vous pouvez le ressentir, mais d'habitude, vous n'y pensez pas. Mais si par exemple, il y avait une étiquette qui vous grattait quelque part, qui irrite votre peau, à ce moment-là, votre peau va dire attention, il faut que tu prennes conscience de cette sensation-là pour faire quelque chose, pour venir empêcher cette irritation. Donc ça prouve que l'information était en permanence traitée par la peau et envoyée au cerveau. Simplement, une partie de votre cerveau a jugé que c'était pas nécessaire de vous embêter avec ça, en quelque sorte. Donc il y a une anesthésie tactile. En hypnose, bien souvent dans l'état d'hypnose, on va oublier la sensation du fauteuil ou de la chaise dans lequel on est installé. On va oublier peut-être même la température de la salle autour. On va peut-être oublier l'humidité ou le côté sec. On va oublier peut-être le soleil, etc., etc. On va pouvoir même suggérer ça et amener l'anesthésie à être même assez précise, localisée. Et c'est ce qui va permettre notamment les anesthésies et certaines interventions chirurgicales. On va pouvoir travailler également à anesthésier non pas seulement la peau, mais des organes internes ou les muscles. Donc ce sont des anesthésies kinesthésiques, des anesthésies tactiles, kinesthésiques, etc. Bon, tout ça, ce sont des détails, ce sont les sensations, on va dire, et ce qui va permettre, par exemple, de travailler sur la douleur. Mais pas seulement, l'anesthésie est utile aussi pour simplement approfondir un état d'hypnose. Une autre forme d'anesthésie, ce sont les anesthésies visuelles, qui consistent à ne pas voir quelque chose qui est pourtant là devant vos yeux, voire à ne rien voir alors que c'est là devant vos yeux. Prenons un exemple. Vous êtes dans le bus et vous avez un rendez-vous, vous allez à un rendez-vous qui est vraiment très très important, par exemple un entretien d'embauche, et vous êtes en train de le répéter mentalement, et de vous dire voilà ce que je vais dire, voilà ce que je vais faire, etc., etc. Vous êtes complètement absorbé, captivé par cette imagination que vous avez. Et alors, les portes s'ouvrent, les gens rentrent, les gens sortent, les portes se referment, il y a plusieurs arrêts, etc. Il se passe plein de mouvements autour de vous, vous voyez rien, vous êtes complètement ailleurs. Puis soudain, vous entendez qu'on annonce votre arrêt, vous revenez ici, et vous êtes surpris de ne pas avoir vu tous les autres arrêts, vous êtes surpris d'avoir pas vu les gens rentrer et sortir, etc. Vous avez absolument zappé toutes les informations en provenance de vos yeux, qui étaient pourtant là, ouverts, et les choses se sont passées dans votre champ de vision. Donc c'est une sorte d'anesthésie visuelle. En hypnose, il arrive que les gens rouvrent les yeux et ne voient pas ce qu'il y a autour d'eux. C'est pas tout le temps, mais enfin ça peut arriver. Et donc on peut avoir une anesthésie visuelle. On peut également même le demander, on peut quand même le provoquer avec l'hypnose. On peut même provoquer des anesthésies visuelles, on va dire, détaillées sur tel ou tel objet, ou ne pas voir telle personne et pouvoir voir tout le reste, etc., etc. Ça devient une anesthésie visuelle, une hallucination négative visuelle hypnotique. Autre phénomène très naturel qui peut devenir un phénomène hypnotique, l'amnésie. Alors pas l'amnésie quand quelque chose s'est complètement effacé de votre mémoire, mais plutôt quand quelque chose est dans votre mémoire mais que vous n'y avez pas accès. Alors le phénomène naturel par exemple, c'est quand vous avez le nom de quelqu'un sur le bout de la langue, vous recherchez le nom de cet acteur là qui joue dans ce film, ah là là je l'ai sur le bout de la langue, ah, je crois que ça commence par un M ou quelque chose comme ça. Donc l'information est là, puisqu'à un moment donné elle risque de revenir même dans ma mémoire. Donc elle est bien quelque part là dans cette boîte crânienne, mais je n'arrive pas, ça ne passe pas dans ma conscience, je n'arrive pas à avoir un insight, à avoir la révélation de cette information. Eh bien, avec l'hypnose, on peut provoquer aussi ce phénomène, dire, ben voilà, on aimerait que telle information reste évidemment dans la mémoire, mais qu'elle ne soit plus accessible au conscient, que la personne ne s'en souvienne pas pendant X temps, etc., etc. Et le phénomène se passera si ça a un intérêt pour la personne, ou si c'est dans une durée très limitée, évidemment. De la même manière, à contrario, le moment où tac, le nom de la personne nous revient, c'est un moment où une information qui nous était inaccessible peut ressurgir. Eh bien, en hypnose, on peut également aller voir si une information qu'on n'a pas est quand même en fait contenue dans une part de nous, dans la mémoire, et créer un pont pour qu'elle puisse revenir.
Ça fonctionne pas à tous les coups, mais en tout cas, ça fonctionne bien souvent. Après, il faut se méfier de ça, attention, prudence, c'est pas parce qu'on croit se souvenir de quelque chose que ça a forcément été vrai. Hein, en hypnose, on peut pas se fier, et même hors de l'hypnose non plus, on peut pas vraiment se fier à sa mémoire. Hein, notre mémoire est très créative et elle a tendance à combler les trous avec beaucoup d'imagination. Par contre, si on peut recouper avec d'autres informations ou avec des témoignages d'autres personnes pour vérifier si c'est vrai, alors ça peut être très intéressant. Ou si on ne sait plus où on a posé ses clés, si on arrive par un état d'hypnose qui permet de chasser toutes les pensées parasites pour pas retrouver l'info, si on arrive à retrouver l'info, bah c'est très simple, on va vérifier, et puis soit elles sont là, donc c'était une bonne info, soit elles sont pas là, c'est que notre subconscient en quelque sorte a créé une réponse imaginaire. Tout à l'heure, je parlais de l'absorption dans une pensée. Hein. L'hypnose est très très liée à cette notion d'absorption dans la pensée. Or, si cette pensée dans laquelle je m'absorbe est un souvenir, c'est-à-dire je me souviens par exemple, ah tiens, je vois un petit chien qui me fait penser au chien qu'avait ma grand-mère quand j'étais petit. Alors du coup, je commence à être songeur, à me souvenir de quand je jouais dans le jardin de ma grand-mère avec ce petit chien. J'ai ce sourire, peut-être même l'expression de mon visage reprend un peu l'expression du petit enfant que j'étais à l'époque. Je suis un petit peu plongé dedans, c'est un phénomène totalement naturel. Et si rien ne vient me déranger, et puis que c'est agréable, et que je suis le fil, il y a de plus en plus de détails qui viennent, et je suis de plus en plus plongé dedans, à tel point que je peux même avoir des débuts d'émotions qui viennent. C'est-à-dire que du souvenir, on va arriver à une sorte de régression vers le souvenir, une régression de plus en plus complète. C'est un phénomène absolument naturel qui peut nous arriver à tous. Eh bien, en hypnose, on peut justement provoquer ça, inviter la personne à se souvenir de quelque chose, mais à s'en souvenir de mieux en mieux, à s'absorber dedans, à se plonger dedans, à oublier tout le reste à l'extérieur, à ce que ça soit la nouvelle réalité de plus en plus, jusqu'à un degré d'illusion où elle est tellement plongée dedans qu'on appelle ce phénomène la régression hypnotique. C'est exactement le même mécanisme pour ce qu'on va appeler la futurisation. Imaginez, donc, vous êtes, je sais pas moi, dans le bus et vous êtes en train de penser, vous allez à votre entretien d'embauche et vous êtes en train d'imaginer comment va se passer votre entretien d'embauche. Donc, vous êtes en train d'imaginer un moment futur et vous pouvez être tellement absorbé dedans que vous êtes en train de le vivre. Vous pouvez avoir le trac ou au contraire avoir beaucoup d'assurance, etc., etc. Vous le vivez comme s'il était vrai. Eh bien, en hypnose, c'est pareil. On peut amener une personne à s'absorber dans l'imaginaire à propos du futur de plus en plus, à propos d'un moment futur de plus en plus, pour qu'elle soit presque à le vivre, voire qu'elle ait vraiment le sentiment de le vivre. Et on appellerait ce phénomène la futurisation hypnotique ou la projection dans le futur hypnotique. Exactement, le même mécanisme pour un phénomène, qu'on appelle parfois modélisation hypnotique, qu'on appelle parfois réincarnation artificielle, qu'on appelle projection dans l'autre, enfin, il y a beaucoup de termes, transpersonnalisation, qui consiste à se prendre pour quelqu'un d'autre. Par exemple, je sais pas, moi je regarde un match de tennis avec beaucoup d'attention et je commence à avoir des mouvements automatiques parce que je me prends pour lui, je commence à anticiper les mouvements, etc., etc. Je me mets dans la peau du joueur. Je peux même avoir sur mon visage des expressions qui correspondent aux expressions du joueur. C'est quelque chose qu'on connaît tous. On peut, par exemple, passer devant quelqu'un qui s'est fait mal et ouf, avoir mal pour lui, parce qu'on se met instantanément dans sa peau et on ressent des sensations. On se plonge vraiment dedans. On peut au contraire ressentir de la joie pour quelqu'un de joyeux, etc., etc. Donc c'est très important d'ailleurs comme capacité. C'est l'empathie qui est vraiment en jeu ici. Eh bien, en hypnose, on peut amener la personne à faire l'expérience de se prendre pour quelqu'un d'autre et à pousser cette expérience à ce que ça soit vraiment, à ce qu'il se prenne vraiment pour quelqu'un d'autre, à ce qu'il en oublie qu'il était avant, pour que l'espace d'un instant, il soit totalement cette personne-là et que l'imitation que son cerveau fait des comportements et des pensées et des émotions et des sensations de cette personne-là soit la plus réaliste possible. Hein. C'est un phénomène hypnotique qui est souvent utilisé dans les spectacles d'hypnose, pas toujours poussé à un degré de perfectionnement très intéressant, mais enfin parfois ça l'est quand même, et qui est très intéressant également pour les applications en thérapie ou autres. Tout à l'heure, je vous évoquais le fait de créer un état. Par exemple, si quelqu'un vous parle de choses joyeuses, eh bien, vous devenez joyeux par imprégnation. Et qu'en hypnose, on peut également utiliser ce phénomène et le pousser même à des états très forts. Et il y a un cas particulier qui est celui du sommeil. On peut, en hypnose, provoquer
un sommeil partiel ou un sommeil plus ou moins complet, ça dépend jusqu'où on va, une imitation plus ou moins réaliste, plus ou moins complète du sommeil, avec les différents phénomènes hypnotiques qu'il inclut, c'est-à-dire par exemple l'anesthésie auditive, les sons autour, je ne les entends plus. L'anesthésie visuelle, bon, bah, on a les paupières fermées, c'est tout, hein, c'est très simple. L'anesthésie tactile, la température de la pièce, le toucher, etc., je ne les entends plus. Le rêve, la simulation de rêve en hypnose, la distorsion du temps, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que les choses vont passer très très vite, ou au contraire qu'en une seconde, on peut imaginer des choses qui durent des heures, etc., etc. Donc dans le sommeil hypnotique, il y a des tas d'autres phénomènes hypnotiques qui sont inclus et qui vont avec. C'est pourquoi c'est très intéressant comme phénomène hypnotique à induire, une sorte de sommeil provoqué, artificiel, même si on n'arrive qu'à un certain pourcentage, même si on n'arrive pas à un sommeil très complet, c'est quand même intéressant parce que ça va amener d'autres choses avec, d'autres phénomènes hypnotiques. Et souvent, l'hypnose est confondue avec ce phénomène-là. C'est-à-dire que pas mal de gens pensent qu'en hypnose, on va forcément avoir quelque chose qui ressemble à de la détente très profonde, voire à du sommeil hypnotique. Or, ce n'est qu'une option, ce n'est qu'un outil parmi d'autres et parmi tous ceux qu'on est en train de voir. Donc on a dit le sommeil, c'est un état très naturel, et on peut provoquer le sommeil, ce qui devient un sommeil hypnotique. Eh bien, plus rarement, il arrive que certaines personnes, durant leur sommeil, sans se réveiller, puissent se lever, accomplir une tâche. Par exemple, on peut aller aux toilettes et puis revenir, et puis pas du tout s'en souvenir le lendemain. On n'a pas eu besoin de vraiment se réveiller pour ça. Juste réveiller certaines parties motrices, certaines choses, voilà, mais pas tout. Mais des tâches plus complexes parfois, faire ce qu'on a fait dans la journée, etc., etc. Et ça s'appelle le somnambulisme. Or, ce phénomène qui est naturel, qui n'est pas ordinaire pour la plupart des gens, heureusement, mais qui est absolument naturel dans notre cerveau, c'est pareil. Une fois qu'on a provoqué hypnotiquement le sommeil, on peut provoquer hypnotiquement le fait que certaines parties se réactivent pour pouvoir accomplir telle ou telle tâche, pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer, comprendre, tenir une conversation ou faire quelque chose sans se réveiller pour autant, tout en restant dans ce sommeil hypnotique. Et c'est ce qu'on va appeler le somnambulisme hypnotique, qui est considéré comme un des états les plus profonds, les plus complets de l'hypnose. Alors, avec le somnambulisme hypnotique, on voit qu'on peut non seulement créer hypnotiquement, c'est-à-dire de façon provoquer des phénomènes qui sont naturels et ordinaires pour tout le monde, pour pouvoir les guider et les stabiliser, mais on voit qu'il est également possible de créer, de stimuler des phénomènes qui sont beaucoup plus rares, qui sont tout aussi naturels, mais beaucoup moins ordinaires, beaucoup moins quotidiens. Or, c'est le cas également de la paralysie, par exemple. Il peut arriver que certaines personnes se retrouvent naturellement à avoir le sentiment de ne plus pouvoir bouger une partie de leur corps, par exemple leurs bras. Cette paralysie psychosomatique, évidemment, parce qu'il n'y a pas de paralysie physiologique, elle peut être créée avec l'hypnose assez facilement d'ailleurs. On peut suggérer à une personne qu'elle peut regarder sa main, comme ça, essayer de la bouger, ne pas y arriver. Et étonnamment, si ça vous arrivait au quotidien, si ça vous arrivait comme ça de main naturellement et spontanément, vous auriez probablement peur, vous diriez il y a un problème et vous iriez chez le médecin. Mais en hypnose, une partie de nous sait que c'est à l'intérieur d'une expérience, qu'on a fait des choses avant, qu'on va faire des choses après, que c'est une façon de jouer un jeu avec notre propre capacité inconsciente. Et donc il y a plutôt un étonnement, plutôt une surprise agréable. On peut être un petit peu inquiet légèrement, mais en général, on va amener la personne à trouver ça plus agréable et plus intéressant. Et cette paralysie hypnotique peut être amenée sur l'ensemble du corps. Elle peut être également spontanée, c'est-à-dire qu'une personne peut nous dire après une séance d'hypnose, c'est marrant, à un moment donné, j'ai essayé de me lever ou j'ai essayé de bouger mon corps et puis j'y arrivais pas. C'est comme si c'était absolument inaccessible, absolument immobile. Donc c'est ce qu'on va appeler une paralysie hypnotique. Autre phénomène plutôt anormal qu'on peut provoquer en hypnose, les hallucinations positives. Tout à l'heure, on a parlé des anesthésies, les hallucinations négatives. Là, il s'agit des hallucinations positives. C'est-à-dire que, par exemple, quelque chose n'est pas présent devant moi et pourtant, je le vois. Quelque chose ne se fait pas entendre et pourtant, je l'entends. Comme on entendait des voix ou comme si on entendait des sons. Ou alors, par exemple, personne ne me touche l'épaule et pourtant je sens que quelqu'un me tapote l'épaule comme ça, alors qu'il n'y a personne dans la salle. Là, ça c'est évidemment un phénomène qui est un petit peu moins normal, on va dire, que l'anesthésie elle-même. Et pourtant, en hypnose, on peut facilement le provoquer ça.
alors facilement provoquer les anesthésies auditives ou tactiles, les anesthésies positives visuelles peut-être un petit peu moins facilement, ça dépend de l'état dans lequel on est. Ça peut être utile, mais disons qu'en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que c'est un phénomène qui est très fréquemment spontané, c'est-à-dire qu'arrivé dans un certain état d'hypnose, il est spontanément fréquent d'avoir une confusion entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, parce qu'on s'en fiche un petit peu dans l'hypnose, on va même plutôt considérer comme réel ce qu'on est en train d'imaginer. Donc si quelqu'un me touche, je peux réellement sentir son toucher. Si quelqu'un me parle, c'est seulement en me réveillant à la fin que je me dirais mais en fait il n'était pas là sur le coup. Comme quand on rêve d'ailleurs, comme quand on rêve. Si je rêve que je marche, j'ai vraiment le sentiment que je marche. Je me dis pas je rêve que je marche, je marche. Si je rêve que je mange quelque chose, je le goûte, j'ai les saveurs, etc. C'est seulement au réveil que je me dirais ben non, c'était qu'un rêve. Pareil en hypnose, on peut avoir vraiment un degré d'hallucination, un degré d'illusion. Donc ce sont les hallucinations hypnotiques. Un autre phénomène lié à l'illusion également, ça va être si on recrée quelque part de la mythomanie chez une personne, c'est-à-dire le sentiment de croire vraiment à une version de son passé ou à une version de l'histoire, à une version du monde qui est soit en grand décalage avec la réalité, soit en léger décalage avec la réalité. Ça peut être un faux souvenir induit, ça peut être juste se prendre pour quelqu'un d'autre, hein, totalement, ou ça peut être juste avoir le sentiment d'avoir telle capacité ou d'avoir accompli telle chose alors que c'est pas vrai. Évidemment, au quotidien, poussé à un certain stade, c'est une pathologie la mythomanie, mais en hypnose, ça peut être très intéressant d'arriver à temporairement, l'espace d'un instant, se mettre dans la peau de quelqu'un qui croit dur comme fer que ceci ou que cela, en tirer une capacité et pouvoir la récupérer après, évidemment, et revenir à la norme. Donc on peut créer ce qu'on va appeler une fiction hypnotique et l'amener à un certain degré d'illusion, très intéressant, c'est un phénomène hypnotique comme un autre. En parlant de choses qui seraient pathologiques si elles étaient spontanées, mais qui en hypnose sont des expériences parfaitement intéressantes et positives, on peut parler de la compulsion. On peut créer une compulsion chez quelqu'un, c'est-à-dire vraiment une envie très très forte un besoin de faire quelque chose, un besoin qui, plus on se retient, plus ça nous travaille de l'intérieur, ça nous travaille de l'intérieur. Ça peut permettre par exemple de faire réexpérimenter du désir à quelqu'un qui aurait perdu du désir pour pouvoir ensuite se réorienter, le retrouver facilement. L'appétit, ça peut être également pour de la motivation, etc., etc. Le but ne va pas être que la personne ensuite ait cette compulsion artificielle en elle, mais de lui faire une compulsion artificielle à un moment donné pour qu'elle le réexpérimente, pour que ça rééduque en quelque sorte chez elle cette capacité à avoir comme ça des actions qui le poussent de l'intérieur vers de bonnes choses. Évidemment, on ne va pas créer de compulsion qui serait dommageable pour la personne. Dans le même ordre d'idée, l'idée fixe. Alors c'est pas forcément une compulsion d'action, mais c'est une idée qui nous reste comme ça. Alors là, on voit très bien que ça peut être pathologique, mais qu'on a tous expérimenté ce qu'on pourrait appeler des idées fixes. Vraiment une idée qui nous travaille comme ça, qui reste, même si on est concentré sur autre chose, on sent qu'elle est pas loin derrière là, et puis dès qu'on est plus concentré, elle revient devant. Une idée fixe, quelque chose qui tourne en boucle comme ça et qui nous lâche pas tant que peut-être on n'a pas fait quelque chose avec, ou qu'on n'a pas accompli quelque chose, etc., etc. En hypnose, on peut justement, ça peut être intéressant d'utiliser l'idée fixe pour la même chose, hein, créer de la motivation, pour amener une personne à être concentrée sur quelque chose. Ça peut être pour l'entraîner à avoir une idée fixe de telle heure à telle heure, quand il est dans tel contexte, pour pouvoir être parfaitement absorbé par une tâche et ne penser à rien d'autre. Donc on peut créer de l'idée fixe, on va dire de la concentration, de l'obsession hypnotique en quelque sorte. Et ça nous amène naturellement à quelque chose qui est un des grands classiques en hypnose, c'est la suggestion post-hypnotique. Pour comprendre ce qu'est la suggestion post-hypnotique, on va prendre plusieurs exemples de ce mécanisme à l'état naturel, encore une fois. Par exemple, la programmation dans l'enfance. Si dans l'enfance, je me suis programmé, par exemple, allez, prenons un truc un peu négatif, je me suis programmé ou quelqu'un m'a répété que, je sais pas moi, les femmes sont dangereuses. Et dans mon enfance, je sais pas, ma grand-mère me répétait les femmes sont dangereuses, les femmes sont dangereuses, etc. Bon, c'est une idée qui rentre à l'intérieur de moi, qui se programme, et puis je grandis, je grandis, je grandis.
Et au moment où je suis confronté, aux âges où je suis confronté aux femmes, où j'ai besoin de me confronter aux femmes, il est possible que j'ai en parallèle un sentiment, une envie de me confronter aux femmes, et en parallèle quelque chose à l'intérieur de moi qui a peur parce que les femmes sont dangereuses. Donc il y a à un moment donné une idée qui a été programmée en moi, qui va peut-être rester en dormance, en sommeil quelque part, en latence, et qui va ressurgir au moment, plus tard, bien plus tard même, au moment où le contexte sera présent. Un autre exemple, par exemple, à plus petite échelle. Par exemple, on m'annonce que je dois animer une conférence dans un mois. Au moment où on me l'annonce, j'ai une idée. J'ai l'idée, par exemple, que oh là là, je suis pas du tout prêt, je vais pas du tout assurer. Et puis bon, c'est dans un mois, donc se passe une semaine sans que j'y pense plus. Donc si j'y pense plus, normalement, du coup, ça a disparu. Or non, cette idée, elle s'est mise quelque part, elle est restée là. Et puis la deuxième semaine, je sens que ça commence à me travailler de l'intérieur. Troisième semaine, ça me travaille de plus en plus. Quatrième semaine, alors là, j'ai un trac pas possible, etc., etc. Et au moment même de la conférence, peut-être cette espèce d'échec que j'avais programmé va peut-être s'accomplir, comme si j'avais programmé à l'avance un échec, comment dire, inéluctable, qui va s'accomplir et qui s'est préparé minutieusement à l'intérieur de moi, secrètement, en souterrain, pendant un mois. Donc, c'est une sorte de programmation à l'avance. Un autre exemple plus positif, bien sûr, c'est les personnes qui sont capables de programmer leur propre réveil, sans mettre un réveil, sont capables de s'endormir en se disant, voilà, je vais me réveiller à telle heure, et puis à telle heure, ou à peu près à telle heure, ils se réveillent. Ils n'ont pas passé la nuit à y penser, ils n'ont pas passé la nuit à surveiller l'heure. Hein. Il y a quelque chose en eux, à un autre niveau, qui s'est occupé d'y penser. Et on peut avoir même cette expérience, même si on n'a pas cette capacité, on va dire, de façon très précise, si on a oublié de mettre son réveil, en général, on se réveille quand même, parfois un peu tard, mais en tout cas, de façon à ne pas pouvoir louper son rendez-vous s'il était important. Donc on voit les trois étapes, le moment où il y a une idée qui rentre en moi, qui pénètre, soit parce qu'on l'a bien bien assénée, soit parce qu'à ce moment-là, j'étais particulièrement réceptif. Ensuite, je l'oublie, je la zappe, mais elle reste dans un coin, et elle fait son travail, elle prépare le moment où, tac, quand ce sera le bon moment, elle va ressurgir, et donner réalité à un comportement ou à une émotion ou faire ressurgir une idée comme ça. Eh bien, c'est en hypnose un outil qu'on appelle la suggestion post-hypnotique. On peut mettre quelqu'un en hypnose, lui dire, bah voilà, demain à midi, vous aurez envie de manger une banane, et vous prendrez cette banane et vous la regarderez et finalement vous la reposerez. Et la personne donc sort de l'hypnose, oublie tout ça, demain à midi, elle fait pas attention, et elle a comme une envie de manger une banane, elle va prendre la banane, elle regarde la banane, elle la repose, elle fait exactement ce qu'on a convenu avec elle, hein, évidemment avec son accord, de mettre en place en hypnose. C'est très utilisé comme phénomène hypnotique pour les spectacles d'hypnose, hein, quand je claquerai dans les doigts, il se passera ça, ça et ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la suggestion post-hypnotique, c'est-à-dire qui agit après l'hypnose, peut agir des semaines, des mois, des années après l'hypnose. Et c'est ce qui permet d'utiliser l'hypnose pour la thérapie, par exemple, ou pour des choses comme ça. C'est que on va pas simplement faire du bien, être bien pendant la séance, mais on va créer, grâce à la suggestion post-hypnotique, un travail qui va se faire au-delà même de la séance d'hypnose, même une fois réveillé de l'hypnose. Un autre phénomène, pour en parler, qui relève également de quelque chose qui est assez extraordinaire si ça se passe dans la réalité, mais qui en hypnose est un phénomène qui a fait les grandes heures de l'histoire de l'hypnotisme, c'est l'écriture automatique. Alors comment expliquer l'écriture automatique? C'est très simple. Si par exemple quand vous étiez à l'école, au lycée, par exemple, à l'université, euh, vous preniez en note des tas de notes, des tas de notes, des tas de notes à fond la caisse. Il est possible qu'à ce moment-là, par exemple, vous ayez expérimenté le fait qu'une pensée vous traverse l'esprit, vous absorbe, et qu'à ce moment-là, quand vous revenez sur votre feuille, vous vous apercevez que ce que vous avez écrit n'est plus en rapport avec le cours, mais en rapport avec votre pensée, ou en rapport avec autre chose. Ou que vous avez fait un lapsus, qu'une pensée profonde, vous avez fait un lapsus, écrire un mot pour un autre. Soit que ça ait du sens, soit que ce soit pas très 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 important, mais en tout cas, vous avez écrit un mot que vous ne souhaitiez pas écrire. Quelque chose s'est écrit que vous n'aviez pas forcément l'intention d'écrire. Donc ce phénomène-là, on peut le pousser en hypnose à un certain stade où en effet la personne va apercevoir que sa main écrit des choses qui sont évidemment pensées par elle, mais pensées à un autre niveau plus profond que sa conscience, qui fait qu'elle découvre ce qu'elle écrit en réalité. Ça semble extraordinaire comme phénomène, mais en réalité, c'est juste une mise en scène, une utilisation d'un phénomène qui peut tout à fait nous arriver à tous, qui est celui du lapsus en quelque sorte, qui est celui de l'expression d'une pensée subconsciente par un outil de langage, que ce soit la main, mais en réalité ça pourrait être la parole, ça pourrait être plein d'autres choses. Et donc l'écriture automatique est un phénomène hypnotique qui est également l'utilisation d'un phénomène naturel, on va dire.
J'ai cité tout à l'heure la distorsion du temps. On va finir la liste là-dessus quand même parce que c'est un phénomène très intéressant qui est très courant. Si vous prenez une personne, que vous la mettez dans une pièce, sans rien, sans montre, sans rien, et que vous lui dites, tu sors de la pièce au bout de 30 minutes. Et vous calculez, vous regardez au bout de combien de temps il sort de la pièce. Mais il est obligé de se fier à son horloge interne. Et vous refaites l'expérience avec des tas de gens. Vous en aurez qui sortent de la pièce au bout de 20 minutes. Peut-être même des gens qui s'ennuient beaucoup, qui ont le sentiment que ça fait 30 minutes alors que ça fait seulement un quart d'heure. Vous en aurez peut-être qui laissent passer une heure avant et qui sont persuadés que ça fait 30 minutes alors que j'étais perdu dans leurs pensées et une heure s'est écoulée. Peut-être même une heure et quart, allez savoir. Mais il y a peu de chances que vous ayez quelqu'un qui reste 12 heures dans la pièce avant de sortir. Sinon, il aura une distorsion du temps qui est tellement grande que ça en est quasiment pathologique. Vous avez peu de chances qu'il y ait quelqu'un qui sorte au bout de 30 secondes et qui vous dise, bah là, ça fait 30 minutes. De bonne foi, en plus. Sinon, là, également, ça risque d'être une distorsion un peu pathologique et peut-être pas dans son état normal. Or, cette distorsion du temps qui est totalement naturelle, on sait que quand on s'ennuie, le temps passe plus lentement, quand on s'amuse, le temps passe plus vite, si on a mal, évidemment, ça passe plus lentement, etc., etc. Cette distorsion du temps, avec l'hypnose, on peut justement la creuser pour que, par exemple, une personne puisse avoir une minute les yeux fermés et s'imaginer pendant une heure faire des choses à l'intérieur d'elle-même, je sais pas, se balader quelque part, etc. Ou inversement, qu'une séance qui dure 1 heure et demie puisse donner l'impression à la personne qu'elle a duré en fait 5 minutes ou 10 minutes. Et même si on ne le suggère pas, c'est quelque chose qui accompagne très souvent les expériences d'hypnose. Il y a souvent des distorsions de la perception du temps en réalité, parce que le temps lui-même, c'est la perception du temps qui change. Il y a souvent différents degrés et niveaux de distorsion de la perception du temps durant une séance ordinaire d'hypnose. Voilà pour la petite liste, elle est loin d'être exhaustive, on pourrait citer encore des centaines et des centaines de phénomènes hypnotiques, parce qu'en réalité, tout phénomène naturel, c'est ça que j'essaie de vraiment de vous faire comprendre, prenez n'importe quel phénomène naturel de la perception, du cerveau, de la connaissance, voilà, tout ce dont votre cerveau et votre corps sont capables, on peut essayer de les ravoir, de les récupérer, de les redévelopper par des suggestions hypnotiques de façon plus artificielle, et ça va créer le phénomène hypnotique équivalent. Pour chaque phénomène hypnotique également, on peut s'interroger quel est le phénomène naturel, peut-être ordinaire, ou peut-être pathologique, ou peut-être extraordinaire, ou peut-être rare, mais quel est le phénomène naturel qui correspond à ça. Mais attention, le phénomène hypnotique n'est pas le phénomène naturel, il est une façon artificielle, une version domestique par rapport à la version sauvage de ce phénomène-là. Alors comme un animal domestique par rapport à sa version sauvage, il y a des différences quand même. Maintenant, on va parler brièvement de la notion d'état d'hypnose. On parle de l'état d'hypnose. Je suis dans un état d'hypnose ou je suis dans mon état normal. Qu'est-ce qu'un état d'hypnose? C'est difficile à dire et j'aimerais parler plutôt des états d'hypnose. Et justement, tenez, prenons un exemple. Qu'est-ce qu'un état d'ivresse? Quand est-ce que vous savez que vous êtes ivre? Bon, alors vous allez me dire, il y a un processus d'abord. Vous avez bu de l'alcool, donc vous êtes ivre. Mais enfin, quand même, si on demande à quelqu'un, qu'est-ce qui fait que tu sais que tu es ivre? Il va nous décrire peut-être j'ai la tête qui tourne, ou je ressens ceci, ou je ressens cela, ou mon comportement est différent, ma façon de voir les choses me sent moins inhibé, ou au contraire, ou j'ai la nausée, etc. Il va faire une liste de choses précises qui définissent toutes ces choses mises ensemble, lui permettent de savoir que s'il y a ces choses-là, il peut conclure à un état global d'ivresse. Il y a un certain nombre de symptômes qui concluent à ça. Si une personne nous dit « je suis triste », on peut lui dire « à quoi tu sais que tu es triste ?» Parce que la personne nous dit « je suis triste » parce qu'elle sait qu'elle est triste, parce qu'elle a observé à l'intérieur d'elle-même des modifications. Peut-être que ses glandes lacrymales laissent tomber des larmes, peut-être que sa gorge est serrée, peut-être que son ventre fait ceci, cela, que des pensées arrivent aussi, qui sont des pensées qui correspondent à la tristesse. Donc on peut faire également une liste de choses concrètes, plus ou moins concrètes on va dire, mais en tout cas plus précises, qui définissent, qui sont des symptômes qui lui permettent de conclure à un état général qui est la tristesse. Alors il y en a plein, hein, évidemment, mais en tout cas, voilà, une sorte d'état général qui est la tristesse. Idem pour la joie, qu'est-ce qui fait que je suis joyeux? Comment je sais que quelque chose est joyeux? Ou comment je sais que moi-même je suis joyeux? Parce que j'aurais peut-être, voilà, ces muscles ici qui s'activent, j'aurais des pensées joyeuses, j'aurais peut-être telle et telle sensation, telle et telle modification physiologique, telle et telle modification psychologique, et donc une liste qui permet de conclure à « je suis joyeux ». Et il y a plein de formes de joie, comme il y a plein de formes de tristesse, plein de formes d'ivresse. En tout cas, voilà, on sait reconnaître la joie. La fatigue. Si je dis à quelqu'un « je suis fatigué », il va sûrement me dire « je le vois ». C'est rare que je vais dire « ouais, je suis fatigué, je suis hyper fatigué ».
En général, quand on est fatigué, on le sait parce qu'il y a quelque chose, peut-être une lourdeur, peut-être une difficulté à penser, etc., etc. Donc pareil, il y a une liste de symptômes, une liste de signes, de manifestations qui permettent de conclure à la fatigue. La motivation, ouais, je suis motivé là, je suis motivé. Évidemment, il y a, par exemple, une envie, une obsession, une idée fixe, une compulsion, enfin le corps a envie, etc., etc. Une façon d'être très dans son corps, une façon de sentir vraiment un élan, une envie de bouger, une impatience. Donc il y a des listes de choses qu'on pourrait détailler qui nous permettent de conclure à un état de motivation. Bon, vous avez compris mon idée, c'est que finalement un état d'hypnose, il y en a plein, certes, mais c'est pareil, c'est une liste de modifications, c'est une liste, on pourrait faire une liste de phénomènes hypnotiques qui permettent de conclure à, bon, bah, cet état-là, je le range dans la catégorie des états d'hypnose. Donc on voit qu'il y a un lien très très grand entre ces modifications ponctuelles et ce qui constitue la carte générale, l'image générale qui constitue à la fin, qui est l'état. C'est un petit peu comme les petits points d'un tableau pointilliste, qui chacun ne sont pas un état, qui chacun sont juste une touche de couleur, mais qui chacun ne sont pas un tableau ou une image, mais qui de loin, comme ça, donnent lieu à une image générale. Et on voit plus les points, on voit plus que l'image générale. C'est la même chose. L'un ne va pas sans l'autre, du coup. Eh bien, c'est la même chose. C'est comme si les modifications, je sais pas, une hallucination négative, une anesthésie, une distorsion du temps, etc., ça suffit pas à constituer un état d'hypnose, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça constitue un état particulier. Et plus il y en a, et plus ils sont profonds, ces phénomènes, et plus notre état est différent de notre état normal, probablement. Et plus on peut parler d'un état second. Alors c'est comme ça qu'on peut avoir des états d'hypnose qu'on va juger plutôt légers, parce que finalement, leur image correspond à notre état ordinaire, ou à un de nos états ordinaires, à quelque chose qu'on a l'habitude de connaître. Ou un état qu'on va juger plus profond, parce qu'il est plus exotique pour nous, il est plus différent de ce qu'on connaît. Ce qui fait que ça ne sera pas le même jugement de profondeur pour telle et telle personne. Hein, une personne qui va par exemple se plonger à mort dans son imagination comme ça et voir les choses, pouvoir les sentir, et va peut-être vous dire ah oui mais ça je sais le faire, ça je le fais tous les jours, je veux dire c'est pas très extraordinaire pour moi, c'est pas une hypnose très profonde, et un autre va avoir exactement la même expérience d'être plongé dans son imaginaire, de voir, de sentir les choses, etc. Il va vous dire waouh, c'était complètement hallucinant, parce que c'est plus exotique pour lui par rapport à la carte de ses états ordinaires, de ses états normaux. Donc on a dit qu'un état d'hypnose, c'est une combinaison de phénomènes hypnotiques. Or, il y a des combinaisons qui vont être, par exemple, très ordinaires, qui vont nous rappeler d'autres états seconds. Et on peut recréer comme ça des états qu'on connaît déjà. Par exemple, on peut recréer hypnotiquement un état d'ivresse. Il suffira de l'imiter, il suffira de demander qui est, par exemple... Alors si dans mon état d'ivresse, j'ai dit que un état d'ivresse pour moi était défini par une désinhibition, par une perception différente du temps, par une excitation, par une façon de dire directement ce qui me passe par l'esprit, par exemple. Prenons juste ces quatre manifestations. Eh bien, la personne qui m'accompagne en hypnose va peut-être demander, provoquer de la désinhibition, provoquer une distorsion du temps, provoquer une excitation, provoquer un passage direct de la pensée à la parole. Et du coup, on se retrouve avec un état qui ressemble, qui a à peu près la même liste de caractéristiques, et du coup, qui peut être qualifié d'une ivresse. Mais une ivresse artificielle, recréée de toutes pièces, modelée, designée artificiellement, donc une ivresse hypnotique. Et bien, de la même façon, on peut créer, par exemple, une joie hypnotique, hein, ça on l'avait dit, mais on peut créer un état de somnambulisme hypnotique, on va prendre toutes les caractéristiques du somnambulisme et les recréer, par exemple, comme ça. On peut le faire par le sommeil, on peut le faire aussi pièce par pièce, comme ça. On va pouvoir créer un état de calme, évidemment. On demande à une personne quelles sont les caractéristiques du calme et on va recréer hypnotiquement, artificiellement, un état de calme. On peut recréer un état d'appétit, un état de désir, un état de détente, et ça c'est un grand classique en hypnose. Hein, on a tendance à associer souvent l'hypnose à la détente, parce que c'est comme le sommeil et la détente sont les deux suggestions les plus pratiquées malheureusement, parce qu'il y en a tellement d'autres qu'on peut faire, on n'est pas obligé de parler de détente pour faire de l'hypnose, mais en tout cas c'est très intéressant de le faire. On peut créer un état d'absorption, de concentration, un état propice à l'apprentissage, on peut créer des tas de choses de toutes pièces en reprenant les caractéristiques pour l'imiter le mieux possible. Donc on peut créer des états qu'on connaît déjà, mais on peut aussi designer des états qui seront totalement différents de ce qu'on a jamais connu. Imaginez par exemple que simplement je demande à une personne par exemple d'avoir une sensation de grande légèreté dans son corps. Bon, ça peut arriver d'avoir une sensation de légèreté dans son corps, c'est un phénomène naturel. Mais du coup, si je le demande en hypnose, ça devient un phénomène hypnotique. Et puis, je lui demande d'avoir ressentir une grande lourdeur dans son corps. Il y a également un phénomène naturel, mais que je le demande, qu'on provoque comme ça, donc
la personne a ce phénomène hypnotique d'une grande lourdeur. Puis je vais demander, par exemple, que la moitié gauche de son corps ressente de la lourdeur et que la moitié droite de son corps ressente de la légèreté. Ah, c'est quand même plus rare d'avoir le corps divisé en deux entre une grande légèreté d'un côté et une grande lourdeur de l'autre. Donc ça va être un état nouveau pour cette personne qui va dire waouh, c'est une expérience que je connaissais pas avant. Alors, prenons un autre exemple. Si je lui demande par exemple de ne plus entendre les sons, j'obtiens de cette personne qu'elle n'entende plus les sons extérieurs. Ok, très bien. Donc ça arrive quand on est concentré sur une tâche en particulier. Mais qu'on obtient maintenant qu'elle n'entende pas les sons extérieurs et que pourtant, elle soit pas concentrée sur autre chose. Que pourtant, elle essaye d'être concentrée sur les sons. Ah, ça, c'est une combinaison plus rare. C'est quand même, à moins d'avoir une surdité, essayer d'entendre les sons et ne pas arriver, essayer d'entendre, je sais pas, les voitures qui passent dans la rue et ne pas arriver à les entendre, c'est une combinaison plus extraordinaire. Et donc, ça va créer un état qui est différent, qui est un état nouveau. Hein. Donc, dans les états hypnotiques, alors on peut prendre un autre exemple. Imaginons, par exemple, que j'obtienne une personne qu'elle n'arrive plus à bouger les jambes, mais qu'elle arrive à bouger les bras. Et que si elle immobilise ses bras, elle arrive à bouger ses jambes. Ben, c'est une expérience qui est très intéressante, qui peut être ludique, qui peut être vraiment assez amusante à vivre. Ou alors, prenons un autre exemple, dans l'imaginaire cette fois. Bon, se plonger dans l'imaginaire, se prendre pour quelqu'un d'autre. Se prendre pour quelqu'un d'autre, ça c'est assez fréquent, comme on l'a vu. Imaginons maintenant que je demande à la personne de se prendre pour quelqu'un, et en même temps d'avoir la structure de pensée qui vient d'une toute autre personne. Il est probable que ça soit quand même une expérience assez différente. Par exemple, elle se prend pour un enfant de 10 ans, mais elle a la structure de pensée d'une personne de 90 ans. Et elle est un enfant de 10 ans qui pense avec la pensée d'une personne de 90 ans. Expérience très intéressante à faire, hein, qui peut amener des tas de prises de conscience, de compréhension des choses, etc. Mais en tout cas, ça va probablement amener à une forme d'état hypnotique qui est designée sur mesure pour l'expérience et qui est vraiment unique. Eh bien, il faut savoir que globalement, à moins de orienter la personne vers un état qu'elle connaît déjà, chaque expérience hypnotique pour chaque personne à chaque moment est unique, plus ou moins profonde, et qu'il y a une immense diversité. On a plein d'ingrédients, donc on peut faire presque une infinité de plats au final. On peut vraiment fabriquer une infinité d'états hypnotiques en combinant différemment les phénomènes qu'on va utiliser, c'est-à-dire les touches de couleurs qu'on va mettre pour faire des tonnes et des tonnes d'images possibles. Donc ça, c'est l'idée de designer, de contrôler tel et tel phénomène hypnotique pour obtenir telle carte finalement tel état. Mais il y a aussi la notion de spontanéité, hein, c'est très important à prendre en considération. C'est que par exemple, si je provoque une catalepsie chez une personne, il est très probable qu'elle s'accompagne d'une anesthésie ou d'une paralysie, etc. Donc si je provoque par exemple une hallucination négative des sons chez une personne, il est probable que ça puisse s'accompagner d'une hallucination positive des sons. C'est-à-dire qu'elle n'entend plus les sons autour d'elle, mais elle va entendre des sons qui n'existent pas. Comme dans un rêve, par exemple, où je n'entends plus les sons dans la pièce parce que je rêve, mais j'entends bien les sons de mon rêve. Et de la même manière, comme ça, quand on provoque un phénomène hypnotique, il s'accompagne souvent de plein d'autres phénomènes spontanés. Alors, par exemple, la distorsion du temps, on en a parlé, est très fréquemment elle arrive très fréquemment spontanément parce qu'on a provoqué du rêve hypnotique, du sommeil hypnotique ou autre chose comme ça. Également, l'amnésie. L'amnésie est très fréquente spontanément. On va avoir des amnésies sur certaines parties d'une séance d'hypnose spontanément, sans qu'on ait eu besoin d'en parler, parce que il y a tel et tel phénomène qui a été évoqué à ce moment-là. Donc, il faut considérer que même si on essaye d'avoir une approche de l'hypnose sans phénomène hypnotique, ou au contraire basée sur un seul phénomène hypnotique, par exemple la détente hypnotique, si hypnose il y aura sûrement plein d'autres phénomènes hypnotiques en jeu qui vont construire l'état général de la personne. C'est-à-dire que si on demande à la personne à la fin qu'est-ce que vous avez vécu, elle va pas seulement nous décrire, elle va de la détente. Elle va peut-être nous dire bah de la détente, puis ensuite j'ai eu le sentiment de m'assoupir, ensuite j'ai rêvé, ensuite j'étais à nouveau là, mais là et pas là. Enfin des tas de choses qui montrent qu'il ne s'est pas seulement passé ce qu'on a demandé. Pour finir, ce qu'il nous reste à voir, c'est à quoi ça sert. Est-ce que c'est vraiment utile? À quoi ça sert de pratiquer les phénomènes hypnotiques quand on pratique l'hypnose? Évidemment, vous savez bien que je vais vous dire que c'est très important et que c'est même ça l'hypnose. Que créer l'hypnose, c'est amener la personne par différentes suggestions à vivre une expérience hypnotique qu'on dessine ou qu'on lui permet de dessiner, on peut être permissif là-dessus, grâce à différents outils que sont les différents phénomènes hypnotiques. Mais à quoi ça sert de vivre une telle expérience?
Eh bien, ces phénomènes hypnotiques peuvent être utilisés justement comme des outils. Chaque phénomène hypnotique peut être un outil métaphorique, un outil pour créer du changement, un outil pour faire un travail thérapeutique pour la personne. Prenons quelques exemples seulement. Je vous ai parlé de la projection dans l'autre, c'est-à-dire le fait de se prendre pour quelqu'un et de se prendre pour quelqu'un jusqu'à adopter sa façon de penser, ses sensations, etc. C'est hyper important, par exemple, si je suis en conflit avec quelqu'un, un ami, par exemple, et que j'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi il se comporte comme ça, pourquoi il voit les choses comme ça, etc. Ça peut être très intéressant de faire l'expérience de me mettre dans sa peau, me mettre dans sa peau jusqu'à abandonner mes mécanismes à moi pour adopter vraiment les siens et voir le monde selon sa grille. Ça ne veut pas dire forcément la trouver juste, sa grille, mais en tout cas, mieux comprendre, pour mieux savoir, m'adresser à lui, communiquer avec lui, etc. ensuite, pour régler le problème éventuellement. Idem, ça peut être par exemple, imaginons que je suis un footballeur et je veux modéliser ce qu'on appelle, donc c'est-à-dire vraiment prendre modèle, mais de l'intérieur sur, je sais pas moi, tel grand joueur enfin sur Zidane par exemple, et je vais regarder des matchs où Zidane jouait, et au bout d'un moment, je vais faire une expérience hypnotique ou aller voir quelqu'un qui fait de l'hypnose et me faire accompagner, et il va me faire imaginer que je suis Zidane, et me faire imaginer que je joue le match en étant Zidane, pour pouvoir comprendre de l'intérieur quelles sont les caractéristiques. Mon cerveau va simuler, à partir de ce qu'il a vu, à partir de ce qu'il connaît, au mieux, pour importer, pour récupérer un maximum de compétences de la part de Zidane, de façon de se comporter, de voir les choses, etc. Donc ça va me permettre d'apprendre. Également, on va pouvoir programmer le fait que, au moment du match, je puisse me prendre pour lui. Alors, à terme, c'est pas la finalité, mais ça peut être intéressant pour un entraînement, ça peut être intéressant à modéliser. Pareil pour un artiste, pareil pour n'importe quelle personne qui veut prendre les capacités d'une autre, ou qui veut mieux comprendre comment tel autre fonctionne. Voilà une utilisation d'un phénomène hypnotique. Un autre phénomène hypnotique très utilisé dans les séances d'hypnose, c'est la futurisation. Vous avez dit donc le fait de s'imaginer un événement futur, un moment futur, et d'imaginer jusqu'à y être. Ça permet notamment de voir ce qui ne va pas, de corriger, d'y retourner, etc., etc. Et ça va ancrer, ça va se coupler avec le phénomène hypnotique de la suggestion post-hypnotique, puisque ça va ancrer dans l'avenir quelque chose qu'on va déposer là, et ensuite on va cheminer dans le temps, et ensuite rencontrer ce qu'on a déposé là, pour pouvoir l'avoir comme une ressource posée sur notre chemin pour plus tard. Donc la suggestion post-hypnotique, je vous avais déjà dit, et là je vais en reparler, c'est un des outils, un des phénomènes hypnotiques les plus importants, les plus fondamentaux pour les applications, par exemple thérapeutiques ou les autres applications de changement de l'hypnose, hein, pour tout ce qui est l'hypnothérapie, c'est basé uniquement et totalement sur la suggestion post-hypnotique, sur la capacité pour une expérience à un moment donné, en hypnose, d'agir au-delà d'elle-même, d'agir plus tard, d'agir dans le futur et de créer des changements. Un autre phénomène hypnotique qu'on peut citer comme outil, la programmation de rêve. Alors c'est lié à la suggestion post-hypnotique, mais c'est une suggestion post-hypnotique particulière, où en hypnose, on va proposer à la personne, proposer à son subconscient qu'il produise à un moment donné, dans une nuit, un rêve qui va pouvoir avoir tel ou tel sens. On n'est pas obligé d'être très directif, on peut laisser son subconscient très libre de concevoir ce qui est le mieux pour la personne, et ça c'est très très efficace en termes de changement, parce que la personne à ce moment-là sera vraiment dans un état profond, dans son lit, il n'y a personne pour l'embêter, et ce qu'elle pourra vivre en rêve va pouvoir vraiment apporter des changements très personnels et très profonds. C'est un outil très intéressant. Autre phénomène hypnotique classiquement qu'on voit très très bien être appliqué, c'est l'anesthésie, évidemment, que ce soit pour la chirurgie ou pour d'autres soins, les soins dentaires, etc. Donc l'hypnose médicale utilise l'anesthésie, mais l'hypnose non médicale, l'hypnothérapie ou d'autres formes d'hypnose les utilisent également, que ce soit l'anesthésie par exemple auditive ou visuelle, il y a plein d'applications très très intéressantes. On pourrait faire la liste, on pourrait regarder pour chacun des phénomènes qu'on a cités, et pour chacun des phénomènes qu'on peut imaginer, imaginer quelles sont les applications. Il y en a vraiment une infinité. C'est pourquoi ce sont des outils vraiment qui permettent une utilisation infinie de l'hypnose. Mais ce qui est important, c'est aussi de considérer qu'il y a un effet de niveau. C'est-à-dire que parfois, une personne va vous accompagner en hypnose et vous faire faire tel et tel phénomène. Et vous ne comprenez pas quel est l'intérêt, quelle est l'utilité de ce phénomène à ce moment-là. Mais c'est parce qu'il y a des phénomènes, si on a atteint celui-ci, eh bien, a fortiori, c'est un effet a fortiori, à plus forte raison, on pourra atteindre celui-là. C'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. Et donc, on a besoin de celui-là, mais si on le cible directement, la personne risque de résister parce que c'est trop directement ce qu'elle vise. Donc, on va plutôt la faire travailler là-dessus, parce qu'on va pouvoir récupérer les compétences développées en travaillant là-dessus pour faire ça. Je donne un exemple très précis. Erickson disait qu'il préparait les femmes à l'accouchement en leur apprenant l'écriture automatique. Pourquoi? Parce que l'écriture automatique,
nécessite de laisser une partie de son corps, donc son bras, complètement insensible et enfin, du moins on ressent beaucoup moins les sensations et on la contrôle pas, on le fait, ça se fait tout seul, ce qui se fait tout seul, mais pas paralytique pour autant. Insensible mais pas paralytique. Il faut que cette partie continue de travailler et de faire ce qu'elle a à faire en quelque sorte, c'est-à-dire écrire. Et c'est exactement la compétence que Erickson voulait faire développer à ces personnes pour les préparer à l'accouchement. Qu'une partie d'elles puisse être moins sensible, voire insensible, mais que pour autant cette partie travaille et fasse ce qu'elle a à faire à ce moment-là. Et donc plutôt que de les faire travailler directement sur ce thème qui peut amener de l'émotion et qui peut amener de la résistance et de la crispation, il les fait travailler sur autre chose, mais lui il sait que la structure de ce phénomène-là est la même, que c'est la même compétence, qu'ensuite il va pouvoir exporter d'une certaine manière sur le thème qui les amène à sa séance. Et comme ça, on peut imaginer des tas d'autres choses. Mais même sans aller jusqu'à une utilisation aussi fine, on peut dire que par exemple, quelqu'un chez qui on arrive à développer un somnambulisme hypnotique, à plus forte raison, on pourra faire vraiment beaucoup de choses avec cette personne pour son bien. On pourra utiliser toutes sortes d'autres outils. Il y a des niveaux comme ça d'outils. On sait que ça, si on a ça, c'est un test, ça veut dire qu'on aura ça et ça et ça facilement, que ça pose plus de problème. Pour conclure, les phénomènes hypnotiques sont des phénomènes absolument naturels, qui peuvent arriver spontanément dans l'hypnose ou qui peuvent être provoqués, mais qui en tout cas ne sont plus naturels quand ils sont dans l'hypnose, qui ont une forme différente, qui peuvent être plus stables, mais qui peuvent être aussi plus difficiles à rendre vraiment complets, mais qui vont pouvoir être utilisables en tout cas, pour être mis à la disposition de la personne. Hein, et que si on n'a pas d'outils, si on ne crée pas les outils avec la personne, eh bien on peut pas vraiment, on n'a pas de levier de changement, on peut juste au petit bonheur à la chance lui dire des choses positives, lui expliquer comment les choses vont bien se passer pour elle, ce qui est de la suggestion directe, et on n'a pas vraiment de levier pour faire en sorte que ça soit elle, par son expérience et par ses compétences, qui va pouvoir créer ce changement. Donc en fait, par les phénomènes hypnotiques, non seulement on s'outille, mais on outille la personne. Par exemple, je vais permettre à une personne de faire des rêves en hypnose. Ok, je l'équipe de ça. Et ensuite, dans l'hypnose, j'ai plus besoin de lui dire quel rêve faire. Je peux lui dire maintenant que vous avez cet outil, utilisez-le. Donc les phénomènes hypnotiques utilisés comme outil vont en plus permettre une démarche d'autonomie. Donc c'est vraiment une excellente approche pour comprendre déjà et designer et contrôler, maîtriser les états d'hypnose et les mettre à la disposition de la personne. Voilà, je sais que c'était un petit peu long, mais enfin, c'est encore très loin d'être complet. J'espère qu'en tout cas, c'était suffisamment précis pour vous donner une idée des phénomènes hypnotiques et de leur utilité dans l'hypnose, parce qu'on s'en fait souvent une grande montagne. L'important, c'est de voir que c'est pas sorcier, c'est quelque chose de très simple et naturel. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez également me les poser sur le forum, ça c'est bien, ça permet d'interagir et de garder la trace sur le forum dont l'adresse s'affiche sur le site internet. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.